Bonsoir à tous. Donc, je suis Guillaume Allard, je suis gastro à l'hôpital d'Aix. Alors ce soir, je vais vous parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le dépistage du cancer colorectal. Alors, c'est un titre un peu... Et la suite du titre, c'est qui l'emportera dans le dépistage du cancer colorectal entre l'IA et le gastro-entérologue. Donc c'est un titre un peu provocateur. Et il y a plusieurs termes. Il y a intelligence artificielle, il y a gastro-entérologue, il y a cancer colorectal et dépistage du cancer colorectal. Donc c'est un topo très riche. Et je vais tâcher d'abord de parler de chacun des quatre termes de ce topo. Et puis après, je ferai un zoom un peu plus particulier sur l'utilisation de l'IA. Donc quelques données épidémiaux. Le cancer colorectal en France, c'est un cancer qui est très fréquent. C'est le troisième cancer le plus fréquent après le cancer de la prostate et le cancer du sein. En 2017, il y avait une prévalence très importante de ce cancer, estimée à environ 420 000 personnes porteuses du cancer. L'incidence est également très importante, avec 47 000 nouveaux cas par an environ. C'est un cancer qui tue, c'est la deuxième cause de mortalité par cancer, avec environ 17 000 décès par an. C'est néanmoins un cancer qui a plutôt un bon pronostic, avec 63% de survie à 5 ans, tous stades confondus. Et le plus souvent, il s'agit d'un polype qui dégénère petit à petit avec le temps. Alors, le dépistage du cancer colorectal repose sur deux piliers. D'une part, sur la gauche, le test immunologique, qui est le test qui est réalisé en population générale dans le cadre du dépistage organisé du cancer colorectal. C'est un test qui permet de rechercher la présence de sang dans les selles et qui est indiqué tous les 2 ans, de l'âge de 50 ans jusqu'à 74 ans. Donc les patients le font seuls à la maison à l'aide d'un kit qu'ils peuvent retirer auprès de différents personnels de santé, à savoir le plus souvent le médecin traitant, le pharmacien, mais parfois le gastro, c'est pas le plus fréquent. Et ils peuvent aussi le commander sur un site internet dont je vous ai mis l'adresse. Le deuxième pilier du dépistage du cancer colorectal, c'est la coloscopie, que l'on réalise bien évidemment si le test de dépistage est positif, soit environ dans 4% des cas. Mais il y a certains cas où il faut réaliser la coloscopie d'emblée sans passer par le test immunologique. Et c'est le cas des patients qui sont au risque de cancer colorectal. Donc il s'agit des patients qui ont des antécédents personnels ou familiaux d'adénome ou de cancer colorectal. Tous les patients qui ont des syndromes génétiques, donc les polyposes adénomateuses, les syndromes de Lynch, des mutations un peu plus rares qui s'appellent les mutations MUTI ou le syndrome de Pudge-Guer. Mais il y a aussi l'acromégalie, qui est un facteur de risque très important de cancer colorectal, et bien sûr les maladies inflammatoires intestinales. Et le gastro-entérologue, finalement, il s'occupe de pas grand-chose, il fait juste la coloscopie et il s'occupe des cas à haut risque ou très haut risque. Alors, on en vient au dernier terme du sujet, qui est l'intelligence artificielle. Je vous livre un peu sur cette diapo ce que j'ai compris, parce que je ne suis pas précisément un expert. Donc en gros, on en a tous entendu parler, on sait tous plus ou moins ce que c'est, mais ça reste pas très clair. Donc c'est un domaine de l'informatique. Ce sont des algorithmes qui permettent de mimer les fonctions cognitives humaines, et ça utilise des techniques très poussées informatiques qui s'appellent le machine learning, ou encore plus performant, le deep learning et les fameux réseaux de neurones. Donc à droite, je ne me suis pas empêché de rechercher, de demander à ChatGPT ce que c'était que l'intelligence artificielle. Et je vous livre la définition. Selon ChatGPT, l'intelligence artificielle est un domaine d'informatique qui vise à créer des machines ou des systèmes capables de réaliser des tâches qui normalement nécessitent l'intelligence humaine. Ces tâches incluent, mais ne sont pas limitées, à la reconnaissance de la parole, la compréhension du langage naturel, la prise de décision, la résolution de problèmes, l'apprentissage et la perception visuelle. Alors, dans la vie de tous les jours, l'IA a tendance à devenir omniprésente. On en a en fait dans tous les domaines, même sans le savoir. Et globalement, à chaque fois qu'on va aller sur Internet, en fait, c'est plein d'intelligence artificielle. J'ai fait cette diapo avec ChatGPT. Voilà. Donc la médecine, ça échappe pas à cette tendance. Vous avez sur la partie de gauche le nombre de publications sur PubMed liées à l'intelligence artificielle qui explose. Et ça concerne
tous les domaines médicaux. Voilà. Alors là, l'intelligence artificielle a montré une performance particulière, enfin est particulièrement performante pour l'analyse automatisée des images. Et je vous livre ici à droite une étude que j'ai trouvée assez intéressante qui comparait un algorithme d'intelligence artificielle à 6 radiologues experts dans la lecture des mammographies. Et vous voyez donc les 6 courbes correspondent aux 6 radiologues. La courbe noire, c'est la performance de l'intelligence artificielle, et la courbe colorée correspond à chacun des radiologues. Et de manière systématique, l'intelligence artificielle faisait mieux que les radiologues. Toutefois, autant le radiologue est perfectible, mais l'intelligence artificielle l'est aussi. En haut, vous voyez sur les 2 diapos du haut, donc entouré une petite lésion maligne du même sein qui a été ratée de manière systématique par les radiologues, mais qui a été vue par l'IA. Et en dessous, de la même manière mais inversée, une lésion maligne du sein qui a été vue par tous les radiologues, mais ratée par l'intelligence artificielle. Donc, c'est une technique qui n'est pas infaillible. Il y a d'autres domaines d'application potentielle, notamment évaluer le pronostic des patients qui rentrent à l'hôpital pour plein de choses. Il y a ce qu'on appelle la machine vision qui analyse des machines, des images plutôt dynamiques, avec potentiellement des applications au bloc opératoire, comme ça va du contrôle de la qualité du lavage des mains à la chirurgie assistée par IA. Il y a l'analyse des données lourdes en data, notamment les analyses de génomique. Bref, il y a plein d'applications potentielles de l'IA en médecine. Et Blandine a parlé tout à l'heure d'une application en endocrine aussi. Alors, on arrive dans le cœur du sujet, l'IA dans le dépistage du cancer colorectal. Donc, on a vu que la coloscopie, c'est un des 2 piliers du dépistage du cancer colorectal. Mais cet examen, en fait, c'est un examen qui est perfectible. On n'est pas forcément excellent, on rate beaucoup de lésions. Il y a une étude de 2019 qui disait qu'il y avait 26% des adénomes qui étaient ratés et 27% des lésions festonnées qui sont des types de polypes en fait qui sont ratés, donc c'est plus d'un quart. Et tout ça, ça entraîne un risque de cancer d'intervalle, c'est-à-dire les cancers qui apparaissent entre 2 coloscopies de surveillance, qui est non négligeable et qui est la hantise du gastro-entérologue. Alors pourquoi il y a cet examen est perfectible? Pourquoi on rate des polypes? C'est lié au problème de qualité de la préparation, à des polypes qui sont plus ou moins visibles, parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont plans, parce qu'ils sont derrière des plis ou dans des angles morts. Et puis, la coloscopie, c'est un examen opérateur dépendant. Il y a des bons détecteurs et des mauvais détecteurs. Moins bons détecteurs plutôt. Alors du coup, on a développé plein de méthodes et de techniques pour essayer d'améliorer la détection des polypes. Donc on appelle ça le taux de détection d'adénome. Donc on a des méthodes de préparation des patients. On nous demande, il n'y a pas de secret, de toute façon il faut prendre son temps pour regarder un côlon. Il faut qu'on prenne à peu près 6 minutes pour regarder un côlon sans le temps de résection de polypes. Il y a des technique d'examen, la théorie voudrait qu'on regarde 2 fois le côlon droit et qu'on fasse une rétrovision dans le sécom, qui sont les 2 zones où on rate le plus de polypes. Il y a des dispositifs techniques qui ont été développés, des petits capuchons qu'on met au bout des endoscopes pour récliner les plis. Il y a des endoscopes à vision latérale aussi qui ont été développés, mais qui ne sont pas utilisés en pratique. On utilise aussi des colorations virtuelles qui permettent d'augmenter le contraste de la muqueuse et pour mieux détecter les polypes. Et puis maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui est de la partie. Comment on fait de l'intelligence artificielle aujourd'hui à l'hôpital d'Aix? Alors il nous faut, en fait finalement, il ne nous faut pas beaucoup de matériel. Il nous faut sur la gauche, vous avez une photo d'une colonne d'endoscopie standard. C'est tout le système électromécanique et vidéo qui nous permet d'examiner le côlon. C'est du matériel standard. Il nous faut, vous voyez en bas, un coloscope standard. Et il faut juste rajouter l'espèce de petite unité centrale bleue que vous voyez en haut à droite, qui est le système d'intelligence artificielle qui va analyser les images qu'on va faire avec le coloscope. Alors, voici quelques petites vidéos pour un peu illustrer comment ça se passe au bloc d'endoscopie tous les jours.
Alors, vous voyez, on voit là un tout petit polype, pas bien méchant au niveau du côlon droit. Et vous voyez que quand on a branché le système d'intelligence artificielle, eh ben le système le voit aussi et va signaler la présence du polype à l'opérateur en l'encadrant de cette petite boîte verte. Donc c'est... Voilà. Alors... On a vu que l'intelligence artificielle n'était pas infaillible. Ici, vous avez un exemple de faux positif. Donc, vous voyez, l'intelligence artificielle détecte une anomalie, pense que c'est un polype, le signale à l'opérateur, mais rapidement, en fait, on lève le doute, parce que je ne sais pas si vous avez vu, c'est un peu compliqué de remettre les vidéos, là. Hop, voilà. Hop, on va le laver, donc c'était simplement du mucus qui était collé sur la paroi du côlon. Donc il faut faire un petit peu attention quand même. Hop. Et une dernière vidéo pour voir bien la séquence détection du polype. Voilà, là, on l'avait vu le polype, mais l'IA le détecte aussi. Et il va faire un petit truc en plus, c'est-à-dire qu'en bas à gauche, vous voyez un petit encadré noir qui va se colorer et qui va nous dire que ça ressemble à un adénome, donc il y a un risque de dégénérescence, donc il va falloir l'enlever. Alors, tout ça, ça fait des jolies vidéos, c'est sympathique à présenter, mais est-ce que ça sert à quelque chose et est-ce que c'est utile, en fait, dans la vie de tous les jours? Donc ici, vous avez les résultats principaux d'une grosse méta-analyse internationale publiée récemment qui démontre que l'utilisation de l'IA en pratique, lors de la coloscopie, permet d'augmenter le taux de détection d'adénome et augmente le nombre de polypes détectés par coloscopie. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Et ces résultats ont été retrouvés dans une grosse analyse monocentrique française, publiée également en 2023, qui montre que l'utilisation de l'IA lors de la coloscopie permet de détecter plus de polypes et plus d'adénomes par coloscopie. Mais là, un petit peu étrangement, ça ne montrait pas d'augmentation du taux de détection d'adénomes. Alors, en conclusion, il y a des avantages et des inconvénients de cette technique. Les avantages, c'est qu'on détecte plus de lésions, et notamment de petites lésions. On augmente ce taux de détection d'adénome et on sait que c'est un indicateur qui est corrélé à la prévention du cancer colorectal. Mais l'effet de l'IA sur la prévention du cancer colorectal n'est pas encore démontré, ça nécessite des études supplémentaires. Et les inconvénients, en fait, c'est les inconvénients des avantages, on pourrait dire ça, c'est qu'en fait, on détecte plus de lésions, mais ce n'est pas forcément des lésions qui sont cliniquement significatives. C'est le plus souvent des petites lésions qui ont un faible potentiel dégénératif. Et ça va avoir des conséquences parce qu'on détecte plus de lésions, donc on va en enlever plus, et ça peut avoir des conséquences sur la morbidité, des conséquences aussi sur le coût de la procédure, pour des résections qui ne sont pas forcément justifiées. Et après, ça peut quand même avoir des effets pervers parce que ça pourrait donner un excès de confiance de l'opérateur dans la machine. Et on sait que l'IA ne voit que ce qu'on lui montre et que sur certains types de lésions, on sait que l'IA les rate puisqu'elles ne sont pas forcément entraînées à reconnaître des types de lésions, notamment planes. Donc, on va dire que la coloscopie assistée par intelligence artificielle, c'est un outil de plus dans la besace du gastro-entérologue pour optimiser la qualité de la coloscopie et optimiser le dépistage du cancer colorectal. Et pour répondre à la question du titre qui était un peu provocatrice, non, on n'a pas encore rendu les armes face à l'ordinateur. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Vous en êtes où de la préparation colique pour les coloscopies? Là, c'est toujours 4 litres de trucs infâmes ou pas? Alors, il y a le plus souvent, de toute façon, la physiologie humaine est ce qu'elle est. Donc c'est ce que je réponds aux patients. Et de toute façon, il faut utiliser des laxatifs et il y a un certain volume à boire. Mais après, il y a des nouvelles préparations. On fait beaucoup d'efforts. Les laboratoires ont fait beaucoup d'efforts pour faire des préparations coliques moins mauvaises. Et surtout, il y a des méthodes de préparation, et notamment la préparation fractionnée, qui permet d'améliorer la tolérance de la préparation. On prend en gros la moitié de la préparation la veille et la moitié de la préparation le matin. Donc ça fait moins de volume à chaque prise et donc c'est beaucoup mieux toléré. Et puis après, les labos, ils ont fait des préparations en petit volume, donc il n'y a que 2 litres de préparation. Il y a certaines, pas toutes les préparations, mais certaines le font. Et il y a des préparations parfumées, enfin voilà, ils font des efforts, quoi. Par contre, à l'hôpital, on est toujours sur le 4 litres de Colopeg infâme, quoi.
Oui, Guillaume, petite question. Merci beaucoup pour ta présentation. Ce que je voulais savoir, c'est tu branches systématiquement le boîtier d'IA à chaque colonoscopie ou tu as des patients types chez lesquels tu vas le brancher justement? Alors déjà, on a 3 colonnes à l'hôpital et on a une colonne qui est sur lequel on a le module d'IA. Donc on ne le branche pas systématiquement. On va le brancher que les patients qui sont faits avec la colonne qui est dans une salle. Et après, on le branche quasiment systématiquement. On le branche quasiment systématiquement. Enfin, voilà. Est-ce que vous implémentez la base de données du constructeur avec les résultats? Non, c'est des bases de données fixes. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que il faut quand même se méfier parce qu'il y a un peu un effet boîte noire et en fait, on ne sait pas très bien sur quelles images ont été entraînées l'intelligence artificielle quand même. Et notamment, ça pose des problèmes j'en ai un peu parlé dans le topo, c'est que il y a certaines lésions, notamment des lésions planes, sur lesquelles l'intelligence artificielle n'a pas été entraînée ou mal entraînée, et l'intelligence artificielle ne serait pas à même de bien les détecter, quoi. Donc l'œil du gastro est quand même indispensable, quoi. Et du coup, c'est une intelligence artificielle qui n'apprend pas. Du coup, c'est un peu... en fait, en tout cas, en tout cas, celle qu'on a, elle n'est pas branchée sur le réseau, elle est embarquée sur la colonne, et en fait, voilà, elle donne sa réponse, mais c'est tout. Moi, j'avais une question. Finalement, l'intelligence artificielle pour les jeunes praticiens, c'est un plus ou un moins? C'est un peu un double tranchant, parce que quand un opérateur expérimenté utilise l'intelligence artificielle, finalement, il détecte plutôt bien les lésions et il les caractérise plutôt bien. Donc pour lui, il ne va pas y avoir un grand plus. Pour le praticien en apprentissage, ça va permettre de le rassurer. L'effet positif, c'est que ça va permettre de le rassurer dans son examen en se disant qu'il rate peu de lésions, parce que c'est toujours la hantise quand on commence à faire de la coloscopie. Mais après, peut-être qu'on peut se dire qu'il peut perdre que l'entraînement de son œil n'est pas parfait, quoi. Enfin, voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres domaines de la gastro-entérologie où l'intelligence artificielle peut apporter En fait, l'intelligence artificielle, pour le moment, est développée uniquement en endoscopie. Et ils font, je crois que dans l'endobrachyésophage, c'est développé. Il y a eu des études, je crois, sur le contrôle continu de la qualité de la coloscopie, donc une espèce de surveillance en continu de la qualité de la préparation, du temps de descente, de la surface du côlon exploré. Il y a une étude qui a été publiée là-dessus qui montre que c'est bien. Voilà. Donc il y a plein de domaines, quoi. Une dernière question, est-ce que vous l'utilisez pour les vidéocapsules aussi? Est-ce que ça se fait encore, et est-ce que pour les vidéocapsules, je ne sais pas si ça va venir, c'est sûr. On a déjà des systèmes informatiques qui nous aident, notamment dans la détection du sang. Je ne sais pas si c'est de l'IA, mais le logiciel nous dit où il pense qu'il y a du sang dans les hémorragies actives. Ouais.